Stand Up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec Salim Smiley, danseur, improvisateur et surtout humoriste. Tu joues ton spectacle #TrueLife à la Divine Comédie. La prochaine date est le 5 décembre à 21h15, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, totalement. Donc le 5 décembre, 21h15, Divine Comédie. Donc voilà, donc on a la petite salle de 60. Et après, en fonction, il y aura peut-être d'autres dates, sûrement d'autres dates en 2026. Et voilà quoi. Et petite question, donc toi le nom de ton spectacle c'est #TrueLife, je venais justement de me moquer de toi en faisant le signe du hashtag avec les doigts. Comment tu as choisi le nom de ton spectacle du coup ? Alors, #TrueLife, TrueLife c'est vraie vie, tout simplement. Et en fait, du coup, parce que j'aborde vraiment les thématiques de la vie, le célibat, le travail, vraiment les problématiques du quotidien, et je tourne tout ça un peu en dérision. Et du coup, pourquoi True Life ? En fait, c'est un hommage au cinéma d'action américain des années 90, qui est de ma génération. Moi, j'ai grandi avec ça. Double Impact, Rocky, Rambo, tous ces films-là. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce style-là d'acronyme, quoi. Et je me dis, voilà, True Life, ça fait un peu carré. Et, et le hashtag, parce qu'aujourd'hui, tout est hashtag. Donc, c'est en hommage aussi, parce que je parle aussi un peu des réseaux sociaux, tout ça. Donc, voilà, #True Life. Donc, ça me paraissait naturel de mettre ça. Et d'ailleurs, c'est ton 3e spectacle. Est-ce que le premier spectacle, c'était mon premier spectacle, le deuxième c'est le numéro 2 ? Non, alors le premier spectacle, c'est un 3e spectacle, mais on va dire j'ai gardé le best-of du 2e dedans, que j'ai peaufiné un peu. Parce que le 2e spectacle, je ne l'ai pas tant joué que ça en fait. Le premier spectacle, c'était Faut que j'improvise. Parce que j'adore l'improvisation et du coup, mais c'était pas très vendeur à l'époque l'impro. Donc du coup, les gens savaient pas trop, et ça faisait peur au public à l'époque. C'était en 2016 et du coup après j'ai changé. J'ai réécrit un spectacle un peu plus structuré où là vraiment je parlais, c'était un peu biopic. C'était mes amours, mes galères, mes humeurs et mes emmerdes, mes amours, mes galères, mes emmerdes. C'était un peu un hommage à Aznavour. Et là, True Life, c'est vraiment un truc plus construit, plus punchy stand-up. Et je garde aussi une part d'improvisation parce que j'aime ça. Et je fais un hommage aussi au cinéma dedans. Mais super, ouais, parce que dans ce spectacle, donc le 3e, tu compares les types d'éducation, tu vois un peu ton rapport à l'identité, les héritages culturels. Tu parles aussi de la peur de décevoir et du sourire comme arme de survie. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît ? J'ai pas entendu, pardon. J'ai pas entendu la question. Pardon, je disais qu'en fait c'était ton 3e spectacle et que dans celui-ci donc tu parles des différents types d'éducation, tu parles aussi de ton rapport à l'identité, les héritages culturels, mais aussi de la peur de décevoir et que du fait que toi sourire c'était un peu comme une arme de survie. Et du coup je te demandais juste si tu pouvais développer sur ces aspects-là. Oui. C'est vrai que oui, on a en plus d'avoir cette double culture, parce que moi là je suis kabyle. Kabyle d'Algérie, je suis algérien, mais je suis né en France, je suis né en Bourgogne, voilà, et il a fallu composer avec les deux, à la fois le côté bourguignon et le côté algérien, le côté kabyle, et c'est vrai qu'en France, c'est une richesse qui est sous-exploitée malheureusement, parce que tantôt ça peut te servir et ça peut aussi beaucoup te desservir, notamment quand c'est sur l'insertion professionnelle ou même scolaire, hein. On part avec des préjugés de professeurs. Moi, des professeurs me disaient clairement, tu ne feras pas d'études. Ils m'envoyaient plutôt dans les voies de garage. Et au final, avec de la persévérance, j'ai réussi à faire des études. Je suis moi-même fonctionnaire aussi aujourd'hui, tu vois. J'ai eu des fonctions très intéressantes. Et c'est vrai que c'est important de transmettre des valeurs aux enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la génération, ce qu'on appelle la génération Z, les enfants vachement numériques,
Voilà, on a l'impression qu'ils scrollent tout le temps, ils sont jamais asservis d'attention. C'est vrai qu'on a un décalage aujourd'hui entre la génération des enfants qui sont nés avant les années 2000 et ceux qui sont nés après, quoi. Donc ça donne des décalages. Je vois que je suis extrêmement en décalage par rapport à mes petits-neveux, mes petits cousins. On voit qu'on n'est pas sur la même époque, quoi. Mais ça donne des situations un peu cocasses et assez marrantes, du coup. Parce que malgré tout, on n'a pas le choix que de vivre ensemble. Le vivre ensemble, maintenant, on n'a pas le choix. On est là, on va le rester, et on va vivre ensemble, qu'on vienne de n'importe où, et qu'on ait une éducation différente ou pas, on n'a pas le choix. Et dans ton spectacle, donc en plus d'aborder des messages importants donc, qui te tiennent à cœur, tu parlais du fait que tu faisais de l'improvisation. Donc tu as commencé par l'impro ou tu as commencé par le stand-up? Alors moi, j'ai découvert l'improvisation déjà à travers la danse. À la base, j'étais gamin, j'étais danseur, pardon. Je faisais du hip-hop debout, donc tout ce qui était, pour les connaisseurs, du pop-in et puis du lock, tu vois, une danse un peu funky, tout ça, et de la robotique, l'équivalent de la robotique, tout ça, en partie hip-hop. Et en plus, j'aimais bien la danse traditionnelle, tu vois, la danse traditionnelle alaoui algérienne. J'aimais bien la danse kabyle aussi. Et en fait, j'animais les mariages, moi, avec ça. Et j'ai fait un BAFA, en fait. Du coup, j'ai fait un BAFA théâtre, tu vois, pour bosser en plus de mes études. J'ai fait un BAFA théâtre parce que c'est là où il y avait de la danse. Et c'est dans ce BAFA théâtre que j'ai découvert le théâtre. Donc les jeux, et notamment l'improvisation. Et en fait, c'est les mêmes mécanismes que l'impro en danse. Tu vois, quand on fait du freestyle et tout, tu es sur un tempo, tu lances une rythmique, tu lances tes phases et tout. Et en impro, c'est un peu pareil. C'est une histoire de rythme et puis tu t'adaptes à la musique qui passe. Et, sauf que là, la musique, c'est le public. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'étais vachement vif, moi, en impro, quoi. Et c'est ce que je préfère aujourd'hui. Voilà. Donc, et en fait, moi, là, du coup, je fais du stand-up pour faire du cinéma. Et comme j'ai du mal à faire des castings, je fais mon propre film pendant mon spectacle, quoi. Je fais une séquence cinéma où on fait une scène de film qu'on décide avec le public. Et voilà, j'essaie de réaliser cette performance-là. Voilà. Et tu sais à peu près vers où tu aimerais aller dans le cinéma? Déjà, si c'est des longs métrages, des courts métrages, et quel style? Quel style? Je suis pas fermé. Moi, j'aime bien le dramatique, j'aime bien les science-fiction, j'aime bien les films comiques, tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être pluridisciplinaire, tu vois. Si j'aurais un modèle de carrière d'acteur en France, ça serait entre Tahar Rahim et Reda Kateb ou encore, tu vois, même je pense à José Garcia. Moi, José Garcia, il m'inspire beaucoup, tu vois, parce qu'il est capable d'aller à la fois sur du dramatique et il est très très fort sur le comique. Et vraiment aller sur les deux là, comme ça peut être cool, tu vois. Donc après, j'ai pas le physique à Tom Cruise, donc pour les cascades, ça va être compliqué. Mais avec un peu de prépa, ouais, ça peut être sympa. Mais sinon, j'ai pas de contraintes. Et puis aussi, tu peux danser dans les films, donc ça t'ouvre encore une nouvelle palette. Il vient de dire, il me reste encore ça. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on le voit rentrer sur scène, il danse. Enfin, il tente de danser en faisant certains mouvements qu'il a appris. Mais... Non, je danse. Je suis en rythme. À partir du moment où on est en rythme, je danse. Alors, je ne fais plus de looping. Pour des raisons évidentes, mais non, j'ai gardé quand même le rythme dans la peau et ça part pas, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc non, j'aime danser, j'aime bien. Ça me permet vraiment de me mettre en jambes et c'est vrai que tu vois, j'ai testé à la base, j'étais tombé une fois sur un humoriste assez connu, Mustapha El Atrassi pour l'époque. C'était en 2017, je l'avais croisé dans un café dans un Libanais à Montparnasse, il jouait son spectacle. Au point virgule et à cette époque-là j'avais fait les auditions publiques du Café Oscar que j'avais filmé et je m'étais permis de lui montrer, il avait accepté, il avait regardé et c'était la première remarque qu'il m'avait fait. Il m'avait dit, danse, avant d'écouter les vannes, il avait mis stop, il m'a dit danse pas sur scène, il y a des lieux pour ça. Et là je dis ouais mais moi tu vois je suis danseur, c'est plus fort que moi. Et j'avais suivi ce conseil de rentrer sur scène sans danser. Je bide, j'arrive pas à enclencher en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça
pour me désinhiber et totalement et vraiment accéder au lâcher prise et jouer, tu vois. Si je danse pas, c'est compliqué. Et même sans musique, je ferai un pas de danse, même a cappella, quoi. Tu vois, voilà. Bah, du moment que ça te met plus en confiance pour jouer, en soi, tu fais ce que tu veux et ça te permet de changer d'énergie aussi. Mais la prochaine fois, ce qu'on fera en régie, on va faire des petites feintes. On va couper la musique de temps en temps pour voir comment il fait des petites danses improvisées. Voilà. Et sinon, avant tout ça, tu as été animateur en centre social et en colonie de vacances, c'est bien ça? Exactement, ouais. Ouais, j'étais même directeur adjoint en colo. J'ai tout fait en colo, j'ai même fait le personnel et tout, parce qu'il y a des années où j'étais un peu fatigué, où je ne voulais pas forcément faire de l'animation. Mais voilà, alors j'allais régulièrement à Saint-Raphaël, voilà, chez mes potes là-bas. C'est devenu la famille d'ailleurs. Et je bossais pour UFOVAL, la FOL 74, Fédération des œuvres laïques, et en fait qui prône le vivre ensemble justement, et les séjours pour tous. Donc c'est cool parce qu'on avait des gamins qui venaient de tous horizons, et on avait même des enfants handicapés, tu vois. Parce qu'il y avait un partenariat avec Handicap de France, et c'était vachement enrichissant parce qu'il y avait de tout. Tu vois, il y avait de tout et il n'y avait pas de jugement, quoi. On passait des vacances tous ensemble, ça déconnait et voilà, quoi. Et en fait, à chaque fin de séjour, on faisait un spectacle pour les enfants avec les gamins, tu vois, et les animateurs proposent des sketchs, tu vois. Et souvent, moi, je me retrouvais à présenter le spectacle parce que j'étais le déconneur, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fin de journée, on se retrouve avec les animateurs. Une fois que les gamins sont couchés, on fait la réunion du lendemain. En général vers 11h, 11h30, et on fait ce qu'on appelle le cinquième. Là, le cinquième repas, tu vois, de la soirée où on bouffe des gâteaux, des bonbons, machin et tout. Et là, c'est la déconnade, parce qu'on fait le débrief et ça sort plein de vannes. Et là-dessus, j'étais pas mauvais, quoi. Donc, et c'est comme ça, en fait, que du coup, je me suis vraiment initié à l'humour, à la vanne, tu vois. Bon, même si je viens d'un quartier où ça vanne beaucoup, mais là, si tu veux, en colo, c'est fait de manière intense. Et du coup, moi en plus, j'étais avec des potes d'enfance et tout, donc ça charriait grave. Mais vraiment, c'était à se pisser dessus. Hein. Des fois, on était un peu too much. Il y en a quelques-uns qui ont pleuré, hein, mais on s'est toujours tout pardonné après. Tu vois. Mais voilà. Mais c'était sympa. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'humour. Donc ça a été un peu un déclic, c'est un climat que tu ne connaissais pas forcément non plus, enfin pas un climat mais un environnement que tu as découvert. Alors un environnement, non, parce qu'après moi je suis issu d'une famille nombreuse, tu vois, donc c'est un peu la colo toute l'année, et c'est vrai que chez moi, dans ma famille, on est des gros vanneurs déjà, tu vois. Moi j'ai ma grand-mère, mes tantes et tout, on est des gros vanneurs, ça vanne, ça tire à balles réelles, quoi, tu vois, ma grand-mère, elle te lançait des scuds, c'est incroyable, quoi. Tu pleures de rire, hein, tu vois. Et donc, du coup, si tu veux, ça, on a été éduqués comme ça, nous, dans la vanne, dans l'humour. Et, enfin, tu vois, chez nous, tu peux pas être susceptible, quoi. T'es susceptible, c'est mort pour toi. Tu vois, tu vas mal vivre. Donc du coup, on n'a pas ce truc-là. Mais, donc, du coup, j'ai retrouvé ça, c'est vrai qu'en colo. Mais en colo, du coup, tu sautes le verrou de la pudeur familiale, donc tu peux déconner, hein, vraiment sur des sujets. Alors, attention, je parle pas avec les gamins, hein, entre animateurs, tu peux déconner un peu plus, tu vois, que ce que tu peux faire chez toi, tu vois, voilà, parce que t'es pas en face de ta mère. Mais bon, en fonction de l'interlocuteur, des fois la limite elle peut ne pas être évidente à trouver, surtout si tu as l'habitude de bien vanner de manière un peu border. Alors après, non, on garde toujours la bienveillance quand même, toujours, hein, non. Et puis c'est vrai que dessus, en fait, tu ajoutes l'état de fatigue. Et c'est vrai que la fatigue, elle te met dans une espèce de forme d'ivresse, tu vois, où tu perds un peu les repères et des fois, tu vas déconner pour rien, alors que après une nuit de sommeil, c'était pas si drôle, tu vois. Mais sur l'instant T, c'était marrant. Et ça permettait justement, en fait, de travailler les prémices du rythme, de la rythmique, tu vois. La rythmique de la vanne, en fonction du contexte et tout. Et ça me permettait, moi, de travailler les impros, tu vois, indirectement. Ok, hyper intéressant. Et d'ailleurs, toi, ton spectacle, on est d'accord qu'il est sans grossièreté, il est accessible à tous. C'est une volonté que tu voulais vraiment dès le début? Ouais, moi
déjà j'ai passé l'âge d'être grossier. Il y en a beaucoup déjà qui le font, voilà, c'est eux que ça regarde. Non, mais voilà, moi je veux que ce soit un spectacle familial, tu vois. Alors je dis pas qu'il y a zéro gros mot, pas vrai, mais voilà, je vais pas insulter la mère des gens au premier rang, quoi, tu vois. Non, et je trouve que ça dessert le propos, on peut être subtil, on peut, tu vois, on peut insinuer des choses, je trouve ça encore ça plus marrant, tu vois, d'avoir une certaine délicatesse dans le verbe, tu vois. Je me permets de rebondir parce qu'il a utilisé le terme délicatesse alors que tout à l'heure il est rentré sur scène en frappant quelqu'un du public et il lui a donné une grosse tape dans le dos. Alors, déjà, bon, le mec faisait déjà 1m90, peut-être 110 kilos, donc il était assis. Je l'ai pris dodo quand même, comme un lâche. Et, alors oui, alors je parle de la délicatesse de la langue, du verbe, d'accord. Après, ouais, je peux être un peu brut de décoffrage, un peu tactile, un peu bourrin, c'est vrai, je reconnais. Il n'était pas encore monté sur scène et paf, il lui tape dans le dos pour passer. Heureusement, le mec il a bien pris, il a fait un check et tout, c'était le premier à rigoler. Mais bref, voilà, c'était pour la petite anecdote d'aujourd'hui. Et donc toi, ton spectacle, le 3e que tu joues actuellement, tu dis que c'était un best-of du 2e, mais du coup l'écriture finale, ça t'a pris à peu près combien d'années? Alors j'ai gardé en fait vraiment du 2e spectacle, j'ai gardé la partie vraiment impro cinéma que j'aime bien, parce que j'aime le côté performance, tu vois. Après sur les vannes, j'ai réécrit d'autres vannes. Donc, mais ça c'est voilà, c'est 1/5 du spectacle. Et après sinon je suis reparti vraiment sur des nouvelles vannes. Alors à la base j'avais prévu le spectacle pour 2026 et ça s'est un peu précipité parce que j'ai eu une opportunité là. J'ai bénéficié d'une annulation du 7 octobre à la Divine Comédie et du coup on m'a proposé le créneau. Donc j'ai un peu précipité le truc. Et c'est ce qui m'a aussi, du coup, j'hésitais justement à récupérer la partie spectacle, la partie cinéma du second spectacle. Et finalement, je me dis, bon, voilà, vu que j'étais un peu short au niveau des vannes, au niveau de l'écriture, parce que j'avais pas encore fini d'écrire le nouveau spectacle, je dis, c'est pas grave, je vais compléter avec ça. Et en fait, le fait de l'avoir fait le 7 octobre comme ça, entre mes nouvelles vannes et le passage cinéma, en fait, je m'amuse tellement à travers ce passage-là que du coup, je le garde en fait. Voilà. Et pour savoir si ça fonctionne ou pas, je suppose que tu rôdes un peu dans différents comédie clubs, sur différents plateaux. Alors, moi, mes passages vannes, je les ai rodés un petit peu sur les... Alors, j'ai plus rodé en chicha dans les restaurants que dans les comédie clubs, pour être honnête, tu vois. Et pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour moi d'aller en chicha que d'aller en comédie club, tu vois. Et en fait, je trouve que les chichas aujourd'hui, c'est le dernier espace de liberté totale. Donc, il y a un effet en fait salle du temps. C'est-à-dire que si tu marches en chicha, parce que tu dois aller dans la performance en chicha, quand tu marches vraiment en chicha, tu sais qu'après en comédie club ou en théâtre, c'est du pain béni, quoi. Donc ça me pousse en fait à aller dans l'effort. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit le truc. J'ai commencé l'année dernière, novembre l'année dernière avec Benito et Madmet, tout ça et Moha. On avait un truc au Petit Paris, un petit restaurant à Bondy. Et après, j'allais en chicha au Royce. Tu vois, maintenant c'est devenu le Baron Noir. Le Labo aussi à Romainville. Et voilà quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai rodé. Après, plus chez 2-3 potes, tu vois, au Comedy Center avec Mourad le coach, etc. quoi. Et puis là, le Golden de temps en temps avec toi. Donc voilà. C'est comme ça. C'est plus ça, mais lieux que les vrais autres comédie clubs, quoi. Et attention, question piège, tu penses que tu préfères jouer au Golden Comedy ou en chicha? Alors, en vrai, c'est pas sans faire de la langue de bois, c'est pas comparable. Vraiment, c'est pas comparable. Non, c'est vrai, vraiment, c'est pas comparable parce que c'est deux univers différents. En comédie club, en fait, c'est comme si tu me disais,
est-ce que tu préfères jouer au foot dans un vrai terrain de foot, gazon, machin, mais il faut que tu aies les crampons et tout, ou est-ce que tu préfères jouer avec tes potes une partie de foot en bas de la maison sur le parking? Dans les deux cas, tu vas t'amuser. Dans les deux cas, tu peux faire des gestes techniques et tout. Mais tu ne peux pas comparer. Il y en a un où tu vas vraiment jouer un match et l'autre, tu vas être dans la performance, dans l'entraînement et tout. Tu vois, c'est différent. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Les deux sont nécessaires. Tu vois, si tu veux vraiment performer en comedy club, tu dois performer en chicha. Tu vois. Et normalement, quand tu es bon en chicha, bah, tu es encore meilleur en comedy club, quoi. Donc, les deux, alors, j'aimerais pas faire que de l'un ou que de l'autre, tu vois. Parce que en chicha, comme tu peux aborder tous les sujets sans jugement, sans rien, en fait, tu es vraiment dans l'expérimental, dans l'exploration de la vanne, tout ça, et la quête de performance. Alors que, on va dire qu'en comedy club, tu vas être dans le polissage. Tu vas finir de travailler tes vannes. Mais le gros de la vanne, tu vas plus facilement la trouver en chicha, avec le plus gros potentiel, qu'en comedy club. Tu vois. Et en comedy club, par contre, tu vas fignoler ta vanne. Tu vas faire les détails, les finitions. Voilà. Donc j'aime les deux. Bah, j'aime bien ton point de vue qui est intéressant parce que c'est pas la chose à laquelle j'aurais pensé honnêtement. Moi j'aurais plutôt dit que je préfère jouer par exemple dans un comedy club puisqu'il y aura plus de rire assuré pour un début et ensuite de peaufiner en chicha et de voir si ça fonctionne, dire bon bah si ça fonctionne en chicha on peut jouer partout. Alors que toi t'as vraiment une approche différente et c'est bien d'avoir ce discours là. Et toi maintenant tu travailles à côté donc t'es pas encore intermittent du spectacle? Non, moi je suis fonctionnaire, j'ai une vie de bureau à côté. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de contraintes familiales. J'ai pas de femme, pas d'enfant, machin. Donc ça me permet d'être flexible sur les jours, les horaires. Je peux rentrer tard. Tu vois, j'ai pas de logistique de famille à gérer. Et en plus, moi, j'ai même pas de famille à Paris, tu vois. Donc toute ma famille est en province. Donc là-dessus, je suis vachement flex. Et mais c'est vrai que mais pour l'instant, enfin, j'ai pas cet objectif-là, tu vois, de me déconnecter de la vie réelle et de faire que du spectacle, tu vois. Donc, je pourrais décrocher du bureau si vraiment il y a une carrière, on va dire vraiment cinéma, tu vois. Si c'est que de la scène, parce qu'en fait, dans la scène, je trouve, on fait du spectacle vivant, tu vois. Notamment l'humour. L'humour, ça part de nous. Et je pense qu'il faut rester connecté à la vie réelle, tu vois, le travail et tout. Et parce que bon voilà, le travail c'est inspirant aussi, tu vois. Mes collègues le savent pas souvent, mais de temps en temps je teste des vannes aussi avec eux, tu vois. Et je vois leur réaction et je me dis tiens je la garde ou je la garde pas, ou tu vois. Donc tant que je ferai du stand-up, du spectacle vivant, je continuerai de travailler parce que c'est pas incompatible et le stand-up me permet d'avoir cet exutoire justement tu vois, de me défouler tout ce que je peux pas faire au boulot, parce que j'ai pas un boulot très créatif, hein, et je le fais dans le stand-up. Mais c'est vrai que le jour où j'arrive à m'accrocher sur le cinéma c'est pas le même effort. Tu vois, faut travailler des rôles, faut, tu vois, même sur le scénario, tout ça et tout, tu travailles plus le personnage. Ça demande un travail de fond plus profond, je dirais, et plus intense que celui de la scène. Tu vois, moi, pour moi, la scène, pour l'instant, c'est un défouloir. J'arrive, c'est comme la salle de sport. J'arrive, je tape dans le sac et c'est tout pour moi, quoi. Voilà. Enfin, en termes d'énergie, c'est aussi intense, tu vois. Je punch, je donne tout, je mouille le maillot, on se régale tous et salut, quoi. Alors que le cinéma, c'est autre chose. Quand tu disais des fouloirs, en fait, c'est taper dans le public. Parce qu'en fait, j'ai dit ça en micro et du coup, vous n'avez sûrement pas entendu. C'est pour ça que je le redisais. Et ouais, c'est vraiment ton terrain de jeu, la scène. Mais imagine un producteur arrive et te dit bon, écoute, j'aime beaucoup ton humour. Pour le cinéma, on verra après. Mais là, actuellement, je peux te proposer un gros cachet. Je peux te proposer de te produire si tu arrêtes tout ce que tu fais à côté. Est-ce que tu lâcherais tout pour la scène? Alors, c'est vraiment intéressant, hein. Faut que je m'y retrouve financièrement, on va pas se mentir, hein. Mais à ce moment-là, ouais. Alors j'ai la chance, quand tu es fonctionnaire, tu as la chance de pouvoir prendre une mise à disposition. Une mise à dispo. C'est-à-dire que tu interromps en fait ton contrat
d'accord, et tu peux aller travailler autre chose. Ça peut durer entre 1 an et 10 ans, tu vois. C'est 1 an minimum, et tu peux aller jusqu'à 10 ans. Et voilà, donc à ce moment-là, ouais, donc s'il y a un producteur, je suis disponible. Euh, Sans délai. Ouais, ça fait partie des avantages de fonctionnaire, je savais pas, c'est génial. C'est un des rares avantages qu'on a de la fonction publique, c'est ça. Donc tu peux tout arrêter pour te lancer aussi dans le cinéma. Alors, c'est pas tout arrêter, c'est vraiment faire une pause. C'est-à-dire, bon voilà, je mets en pause ma carrière de fonctionnaire. En fait, tu peux faire soit un détachement, mais un détachement, c'est quand tu vas travailler dans une autre administration, d'accord, et pour 1 an, entre 1 et 3 ans. Par contre, une mise à disposition, ça veut dire que tu es à la disposition de l'État, mais tu n'es pas payé. Donc, tu mets en stand-by ton contrat de fonctionnaire, c'est pas un contrat, mais ton arrêté, et tu vas faire ta vie, et après tu reviens. Quand tu as envie de revenir, tu reviens, mais sauf que tu as jusqu'à 10 ans pour revenir. Voilà. Ouais, ça permet de faire une pause. Et une grande pause de 10 ans pour de beaux projets. J'ai pas mal de collègues qui le font, qui montent des boîtes ou qui vont faire des tours du monde, voilà. Et voilà, tu peux le faire une fois dans ta carrière. Donc, Et que ce soit donc tu disais pour partir à l'étranger, tour du monde, ou bien pour un autre objectif pro, je trouve ça formidable. Et sinon, j'ai vu que tu t'étais fait remarquer lors d'une battle du rire au Graines de Star Comedy, que tu as d'ailleurs remporté. Tu peux nous en dire plus ? Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai démarré le stand-up, vraiment. C'est que à l'époque, je préparais le concours de prof à la fac à Lyon 2. Et j'habitais à Villeurbanne, d'accord, vers le métro Flachet, et pas très loin du Graines de Star Comedy Club. Donc, qui est tenu par Ali, que je salue au passage. Alors Ali, c'est le papa de Bouchra Beno. À l'époque, c'est une ancienne humoriste qui jouait à l'époque. C'était comment il l'appelait, Jamel Debbouze. Elle était au Jamel Comedy Club. Alors, je sais plus le nom de la saison, mais c'était la Julia Roberts du Jamel Comedy Club, quoi. La grande rousse et tout. Elle avait fait un Olympia d'ailleurs. Après, elle tournait bien et tout. Bref, c'était son papa Ali. Et en fait, tous les mois, il organisait les battles du rire. Et un mois, on y va et tout. Donc, c'était au mois de mars. On va à ce battle avec des potes. Et c'est vrai que dans le public, je foutais un peu la merde, machin, je déconnais. En fait, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire en comedy club. C'est que je survannais les vannes du mec dans le public, du mec sur scène. Et après, le jury, donc mes potes étaient morts de rire. Et à l'époque, c'était Abdel Djebari, je me rappelle encore, qui est un humoriste lyonnais, sociologue, et qui m'avait pris à partie, qui m'a dit « Ouais, t'es marrant, mais la prochaine fois, viens faire rire sur scène. » J'ai dit « banco » et mes potes me disent « Vas-y Salim » et tout, ils m'encouragent à m'inscrire, donc je m'inscris pour la session d'après. Sauf que moi, je préparais le concours de prof, donc j'avais pas le temps d'écrire un truc. Et c'était le lendemain des écrits de prof. Et donc du coup, je fais mes écrits de prof, et la veille du battle, vu que j'habitais à côté, je vais voir Ali et je lui dis « Ali, écoute, j'ai rien eu le temps d'écrire avec le concours, demain je viens juste en public, quoi. » Et elle me dit « Mais non, c'est pas grave et tout. Tu fais 3 minutes, tu fais comme si t'étais... » Il me fait monter sur scène, il me dit « Voilà, tu te mets dans la lumière, comme si t'étais avec des potes et tout, tu racontes tes 3 histoires et basta, on verra, tu t'en fous, tu t'amuses. » J'ai un coup, je réfléchis et je vois ce que je peux écrire demain. J'avais pris, en fait, je choisissais des thèmes. Tu avais le covoiturage, la galère étudiante, tout ça. Et moi, j'avais pris la galère étudiante, parce que du coup, j'avais repris mes études et voilà. Et j'avais galère dans mes études. Et du coup, je fais un passage là-dessus et je gagne le battle ce soir-là, quoi. Et c'est comme ça que j'ai démarré le stand-up, quoi. Ah bah oui, ça t'a ouvert de belles opportunités derrière. Et sinon, si on devait faire un petit récapitulatif par rapport à tes objectifs, parce que tu as des objectifs dans le cinéma, dans le stand-up aussi, et si tu devais nous donner un objectif à court terme, un autre à moyen et un autre également à long terme, ce serait quoi ? Alors, à court terme, fournir la meilleure version de moi-même sur scène, tu vois, sur les prochaines dates. Vraiment être à mon prime au niveau artistique, au niveau stand-up, que ce soit sur l'impro et sur la vanne. Ça, c'est le court terme. À moyen terme, faire tourner un peu le spectacle sur toute l'année, tu vois. Et puis ne pas jouer qu'à Paris, aller le jouer en province aussi, tu vois, Marseille, Lyon, n'importe où, là où on m'appelle, avec plaisir. Et à long terme, un long métrage, hein. C'est tout, hein. Voilà. J'aimerais bien faire au moins un long métrage. J'ai fait des courts métrages,
avec mon pote réalisateur là, Jean-Luc Dang. On a fait quelques courts-métrages et là l'objectif ce sera un long-métrage. Voilà. Est-ce qu'il y a des extraits qu'on peut retrouver sur internet de ce long métrage? Alors ça, sur les courts-métrages, ouais, je crois que normalement sur Jean-Luc Dang, c'est des films qu'il a vendus aussi, donc du coup, comme c'est des films qui tournent en festival, je crois qu'il y a des histoires de droits d'auteur et tout, de droits d'image, donc alors moi je touche à rien parce que j'essaie d'aimer mes droits d'image, mais je sais pas, c'est des films de genre, alors si j'apparais dans un de ses premiers films qu'on peut trouver sur internet, qu'il avait fait à l'époque des banlieues, des émeutes, sur Chalon-sur-Saône, où j'apparais dedans plusieurs fois. Et après, il y a d'autres courts-métrages et c'est en cours de distribution, je crois. Voilà. Mais tu as un dossier dédié pour la presse, ce qu'on appelle un book, mais pour les comédiens. Pas comédien, mais sur le cinéma, même pas. Non, pas du tout, parce que là, comme je me suis... si tu veux, bon, il y a 4-5 ans, j'ai eu des soucis de santé, donc j'avais mis un peu en stand-by tout ça. Et là, je reviens après une longue convalescence. Et actuellement, c'est vrai que j'ai fait un tournage cette année. En avril, on a tourné un court-métrage qui s'appelle Ça va bien se passer. Voilà, dans une école, c'était un projet avec une école à Lyon, là, dans le 9e. Très sympa. Et du coup, là, on va reprendre peut-être d'autres tournages là, sur l'année. Là. Voilà, c'est en cours d'écriture. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas encore, comme j'étais plutôt focus spectacle, j'attendais vraiment de démarrer le focus spectacle pour, une fois que le spectacle tourne bien et que, on va dire, c'est en pilotage automatique, pour me recentrer aussi un peu, relancer un peu la partie cinoche, quoi. Et toutes ces informations-là, tu les mettras sur ton Instagram. C'est quoi d'ailleurs ton pseudo? Alors, mon pseudo, Salim Smiley. Voilà, c'est mon pseudo. Donc, je focalise tout sur Insta. Voilà. Et ceux qui veulent me contacter, s'il y a des producteurs, par mail, salimsmiley@outlook.fr. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, comme ça vous permettra de voir ce qu'il devient et puis ses projets tant dans le stand-up que dans le cinéma, puisque ça fait partie de ses objectifs. En tout cas, on espère que tu vas percer dans les deux. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas aujourd'hui, et retrouvez le spectacle de Salim Smiley qui est #TrueLife à la Divine Comédie à Paris le 5 décembre à 21h15 et restez connectés parce qu'il y aura d'autres dates à venir. C'est ça, en 2026, et merci pour l'accueil, Flora. Merci à vous tous et bonne journée sur Speed Radio.